Donc, mon texte aujourd'hui, ma proposition s'intitule Revisiter les paradigmes de l'histoire de l'art ou l'histoire de l'art comme science politique. Et je vais m'appuyer plus particulièrement sur un cas spécifique, l'espace français, et donc développer une approche historicisée. En France, Magicien de la Terre est une exposition légendaire dont la surexposition durable et peu discutée masque la complexité française. Malgré des ruptures, il est certain que Jean-Hubert Martin n'avait pas conçu son exposition en intégrant les critiques postcoloniales. Certains observateurs s'étaient même réjouis, dans un élan chauvin, je pense notamment à Michel Muritsani, que la France ait retrouvé sa capacité à produire une manifestation dans la grande tradition d'antan, notamment la grande tradition universaliste d'antan. L'intérêt de Jean-Hubert Martin pour les qualités proprement visuelles des œuvres témoignait d'une croyance en une signification naturelle immédiate et en une esthétique universaliste qui traduisait, comme l'a dit Yves Michaud, non pas une vision formaliste de l'universalisme, mais une version humaniste de l'universalisme, empreinte du surréalisme de Michel Léris et des visions d'André Malraux. Une vision désormais liée à un regard postmoderne, défendant l'hyper-empirisme, le relativisme, l'indifférenciation, le pluralisme et l'ethnocentrisme doux, et appuyée sur cette fiction de centralité dont on vient de parler, Paris, centre de l'art, Paris, centre du monde. En tout cas, comme le souligne Jean-Marc Poinceau, in Making Art Global, un livre donc paru en 2013, en 1989, alors que les luttes anticoloniales ou postcoloniales sont déjà engagées à l'échelle internationale depuis plusieurs années, depuis plusieurs décennies, le décalage entre les travaux internationaux et les prises de conscience en France est abyssal. Le travail ayant été fait à l'échelle internationale n'avait pas de résultat sur la conscience historique des Français. Fanon et Césaire avaient une présence limitée dans les débats. La France pratiquait alors encore un oubli très sélectif du passé, régulièrement embelli par des recadrages politiques qui la rendent aveugle à certaines transformations sociales, à tel point qu'il allait encore falloir attendre quelques années pour que les premiers travaux de qualité sur l'esclavage, la période coloniale, les questions postcoloniales, l'étude des liens entre le développement des collections ethnographiques et la colonisation, la reconquête des passés ou la restitution d'autres découpages conceptuels du monde se développent sous la plume d'auteurs français. Cela dit, il est vraisemblable que ce que les commentateurs de Magicien de la Terre ont considéré comme étant un échec dans la rupture des paradigmes aurait été irréalisable en France à cette échelle et à ce moment précis si l'exposition ne s'était pas cantonnée à une approche esthétique. Aujourd'hui, il est absolument certain que de nouveaux chantiers doivent être entrepris en histoire de l'art afin de revenir sur le contexte qui a permis l'émergence de Magiciens de la Terre pour comprendre les paradigmes qui structurent la scène artistique française et observer leur cécité. Le récent ouvrage de l'historienne de l'art états-unienne Anna Feldman, From a Nation Torn, y contribue. Il s'impose actuellement comme une des études les plus novatrices sur le modernisme français dans les années 40 et 60. Par une première révision essentielle, From a Nation Torn propose de revisiter l'histoire du modernisme français, dont Feldman pense l'apparition pendant la Seconde Guerre mondiale et non après. Elle étudie les circonstances historiques qui ont façonné sa production et sa réception au cours des décennies pendant lesquelles la France a mené une longue série de guerres pour maintenir son empire colonial. En effet, alors que la France a rejoint au début des années 50 le monde de la consommation de masse, entre 1945 et 1962, année de l'indépendance de l'Algérie, elle fut sans interruption en guerre, des guerres mal nommées, car appelées troubles ou problèmes. Une guerre qui se déploie avant tout en Asie du Sud-Est, en Afrique du Nord, mais aussi sur le territoire hexagonal, à travers l'état d'urgence, des arrestations et la censure. Feldman écrit « La périodisation du XXe siècle en deux segments bien rangés, divisés pendant et après la Seconde Guerre mondiale, a eu pour effet involontaire de naturaliser notre suppression historique de ce moment, au point de calcifier et de fixer une certitude géographique qui place l'ancienne Europe de l'Ouest au centre de la production culturelle de cette période. Les conséquences d'une telle réification sont plus importantes qu'une question de datation ou de cartographie. Elle empêche de considérer les développements esthétiques et les transactions qui se sont jouées. Selon Feldman, donc, l'utilisation hégémonique de l'expression période d'après-guerre exprime le refus d'accepter la réalité postcoloniale de la France. Corollairement, la tentative est d'imposer une vision homogène de la France sur la base de l'effacement de toute culture non autochtone entre
guillemets, française. Dans un second temps, Feldman affirme que l'expérience de la guerre a motivé une production et une justification de la culture dont nous ne sommes toujours pas capables de voir les effets. En se concentrant sur la guerre d'indépendance algérienne et ses continuités historiques avec l'expérience de la Seconde Guerre mondiale, elle souligne les effets de la décolonisation sur l'art et les théories de la représentation, à la fois politique et esthétique. Un des aspects les plus intéressants de son approche réside dans le fait que la plupart des objets culturels examinés ont jusqu'à maintenant été définis en termes ahistoriques et apolitiques, ce qui traduit là encore le refus d'accepter les guerres anticoloniales et la volonté de faire silence sur le processus de décolonisation et sa violence. Dans la première partie de son ouvrage, Feldman apporte le travail du romancier, théoricien de l'art et ministre des Affaires culturelles, André Malraux, en se concentrant sur ses textes, Le Musée imaginaire de 47 et Les Voix du silence de 51. Tous deux considérés comme produits d'une force constructive, oblitérant la violence coloniale qui imprègne les décennies pendant lesquelles ils ont été écrits. Sa critique peut être rapprochée des observations de Georges Didier Huberman, qui, dans l'album de l'art à l'époque du Musée imaginaire, paru en 2013, souligne les ambiguïtés de Malraux. Je cite Didier Huberman. L'unification esthétique des albums du musée imaginaire délivre une conception de l'art et de la culture dans laquelle l'horreur et la barbarie, qui avaient été au premier plan de ses préoccupations et de ses romans dans les années 30, n'ont plus aucune place visible, comme si l'art était le paradis gagné d'une rédemption de toutes les tragédies historiques. Loin des visions d'Abby Warburg, d'Erwin Panofsky ou de Georges Bataille, Malraux a été gagné par un narcissisme mélancolique. Dans son analyse, Feldman ne lit pas seulement le Musée sans murs comme une entreprise postcoloniale typique, rassemblant des œuvres d'art impitoyablement décontextualisées, notamment par la photographie, mais elle souligne également les fortes connotations nationalistes de ce texte. Le deuxième chapitre de cette première partie du livre de Feldman s'intitule « Façade ou l'espace du silence ». Et il considère la manière dont l'aménagement urbain, dans les colonies comme en France, a lui aussi été généré par des logiques d'esthétisation qui témoignaient d'un contrôle administratif de l'espace public. Par exemple, le lavage systématique des façades de Paris dans les années 60 cachait les préoccupations de ceux qui étaient maintenus comme invisibles. Feldman écrit « L'esthétique amnésique de Malraux, inscrite dans la restauration des parties centrales de Paris, traduit le même effort de rendre invisible l'opposition anti-impériale. Il fallait que la ville élude symboliquement la preuve visible d'un projet colonial échoué. La crise de la nation se retrouvait donc dans la décontextualisation des formes artistiques comme dans l'urbanisme. L'analyse donc de la politique culturelle de Malraux au cours de ces années comme ministre de la Culture et aussi avant et après la guerre montre clairement l'approche interdisciplinaire de Feldman. Elle insiste sur le fait que l'art pendant la guerre témoigne de la reconstruction, de la construction européenne, de l'influence américaine et du développement du communisme. Il est alors nécessaire de comprendre les façons dont l'art lui-même a été positionné en différents lieux pour engager, sinon pour construire le public et tenter de trouver du sens à la situation historique. En d'autres termes, elle s'attache à montrer que dans ce faux moment de garantie des droits et de la souveraineté, alors que règne l'état d'urgence en 1955, les pouvoirs spéciaux en 1956, la torture en Algérie, le renversement de la 4e République, il s'agit pour l'État de rétablir l'hégémonie. La culture conçue comme un moyen de contrôle, permettent alors de générer un nouveau régime de visualité, c'est-à-dire des façons de voir historiquement construites, articulées à des normes historiques de visibilité, pour négocier et influencer le public français. Ainsi donc, la guerre d'indépendance de l'Algérie a été un test décisif, un moment clé dans le retour à des moyens extra-juridiques, pour vérifier les stratégies étatiques imposant la loi dans la sphère publique, afin de mettre en œuvre l'invisibilité politique de certaines populations et certains événements rendus invisibles par des phénomènes particulièrement complexes. Pour Feldman, et c'est aussi ce qui m'intéresse, l'histoire de l'art du XXe a également contribué à ce phénomène. En tant que discipline, elle a donné peu de place aux revendications des colonisés qui ont émergé dans l'urgence au cours des années 50 et 60. Cette discipline n'a pas vu les articulations au sein même de la visualité soigneusement construite et développée pour encadrer et obscurcir ces revendications.
Il est donc absolument nécessaire de comprendre ces processus et l'omission naturalisée des subalternes dans l'histoire de la modernité, d'indiquer que l'histoire et les voies subalternes ont été occultées de l'histoire visuelle, mais aussi, et c'est ça qui m'importe, il s'agit de montrer qu'un tel silence constitue effectivement notre conception historique du visuel. Feldman écrit: provincialiser la France, comme le disent Mambé ou Chakrabarty, signifie la voir autrement, voir ce qu'elle était et comment elle travaillait à s'imaginer au cours de l'histoire. Nous pouvons revenir au mythe selon l'analyse de Barthes. Ainsi, comment se voyait-elle avec ou aux côtés de l'histoire de son passé colonial et de concert avec ses interventions coloniales? Comment, comme le suggère Chakrabarty, un tel projet signifie écrire une histoire qui rend volontairement visible, dans la structure même de ses formes narratives, ses propres stratégies et pratiques répressives, et qui révèle le rôle qu'elle joue en collusion avec les récits de citoyenneté et les projets de la modernité. Dès lors, comment l'art a-t-il été lié au débat sur la représentation politique pendant ces décennies de décolonisation? L'expression « décoloniser l'art », utilisée comme sous-titre de l'ouvrage de Feldman, traduit bien sa démarche. L'art fait partie historique, mais pratique artistique pointue et expérience populaire. L'action de décoloniser le domaine de l'art et son histoire permet de recourir à deux archives, l'une officielle, l'autre populaire et éphémère. Elle permet d'envisager leurs contradictions ainsi que des représentations alternatives. Feldman fait donc référence à un large éventail de pratiques artistiques ainsi qu'à leur contexte institutionnel et social. Cette définition large de l'art procède là aussi d'un changement de paradigme dans notre vision du modernisme. En ce qui concerne le terme de représentation, qui est aussi dans le sous-titre de son ouvrage, et c'est peut-être là la proposition la plus radicale de Feldman, il désigne une réflexion sur la relation dialectique entre voir et être vu dans le domaine public, qui est considéré comme un espace visuel. Feldman engage une discussion complexe avec les penseurs de la culture visuelle, en particulier avec Debord et Jacques Rancière, en revenant sur leur manière de penser, se voir et être vu dans la culture des masses médias. Loin de la position de Debord qui conçoit le spectacle comme monoculaire et unidirectionnel, elle invite à une conception spatiale et temporelle des espaces de vision, en insistant sur la multitude des sites de pratiques politiques. Elle insiste aussi sur les différences entre vision et visibilité et sur l'importance d'être vu. Elle repense la possibilité ou non d'avoir accès au domaine public, tant artistique que médiatique. Elle envisage la culture visuelle dans son intégralité comme la matérialisation de la sphère publique. Pour Feldman, donc, le refus de la réalité décoloniale, c'est-à-dire l'idée d'une nation en guerre avec elle-même, est réalisé par un certain type d'hégémonie visuelle. De son côté, la critique de l'hégémonie visuelle essaie, à cette époque, au contraire, de mettre en avant la présence de mouvements d'opposition. Ainsi, donc, dans la deuxième partie de son ouvrage, elle analyse des films, des œuvres, des photographies qui ont tenté de déjouer les rouages du système de visibilité imposé par l'État et d'inventer des tactiques dans le sens de Michel de Certeau pour combattre le déni des différences internes de la nation. Feldman donc analyse par exemple le lettrisme comme une pratique poétique visant à déconstruire et à détruire la langue soi-disant de la culture universelle. Elle analyse aussi le mouvement décollagiste, notamment le travail de Raymond Hins, qui a transféré à la fin des années 50 des affiches détruites dans les rues de Paris au sein de la galerie. Et elle met en évidence le potentiel politique anticolonial du décollage en insistant sur sa capacité à interroger activement les fondements universels du pouvoir gaulliste absolu, dit-elle, et ce, même si ses principaux protagonistes ont refusé d'adopter une position spécifiquement anticoloniale et explicite. Selon Feldman, donc, Hins et Videgler s'engagèrent bel et bien dans une critique de l'espace institutionnel et universaliste et une critique de ces phénomènes d'apparence. Les œuvres témoignent des débats en cours et des dissensions au sein du domaine public. Et en effet, le geste de réinsérer un indice de la preuve de l'existence des populations subalternes au sein de l'espace de l'art révéla et préserva la connaissance sensible
des limites épistémologiques de l'époque, celles du monde de l'art, de l'espace public, et aussi des problèmes de représentation auxquels ces populations ont été confrontées dans l'espace public comme dans la politique électorale. Le chapitre sur le rassemblement du 17 octobre 1961, organisé par le FLN à Paris, soulève des questions fondamentales sur la relation entre culture visuelle et politique. Feldman démontre que la répression de cette manifestation, qui aurait eu au moins 200 Algériens massacrés par la police parisienne, eh bien, cette répression n'a pas été aussi radicalement censurée ou rendue invisible que le disent certains historiens. Les contours de la censure officielle sont plus obscurs et Feldman se concentre sur la façon dont ces événements ont été cernés par des photographies, caractérisées notamment par l'obscurité, la banalité, le confinement. Elle s'appuie sur une série de Paris Match ou au contraire la façon dont ils ont été exposés, ces événements, et ont été visualisés en montrant le traumatisme sanglant dans toute son horreur. Et elle s'appuie sur une série d'Elie Kagan. Enfin, donc en épilogue, elle insiste sur l'influence durable de ces questions dans la France contemporaine, et notamment en 2005. Là, elle cite le film Caché de Michael Haneke de 2005, ou encore Europa de 2005, 27 octobre de Jean-Marie Straub et Daniel Huillet, qui sont appréhendés comme des tentatives de visualiser et d'historiciser un traumatisme national voilé. Feldman analyse des processus par lesquels ce débat sur l'appartenance de la nation continue d'être présent dans la mesure où ces représentations poursuivent une non-représentation ou une invisibilité. Et la surexposition temporaire ou simplificatrice ne signifie pas plus de visibilité. Ici, donc, Feldman réaffirme la nécessité de rendre visible les collusions, de réécrire l'histoire de l'art en France en la considérant comme transnationale, pour reprendre un terme de Mambé, de considérer avec égalité les expériences des colonies et de la métropole, de redéfinir la France dans le but de comprendre et d'appréhender l'art moderne et le modernisme sans oublier les réalités complexes de l'impérialisme, du colonialisme et du capitalisme. Et pour ce faire, elle propose à nouveau sa tactique. Elle invite à étendre le champ disciplinaire de l'histoire de l'art, afin d'envisager donc une politique de mémoire culturelle en dehors des institutions dominantes de l'archive et du musée, au-delà des artefacts et des objets visuels qui les remplissent. Elle suggère donc la constitution de nouvelles généalogies pour que les pratiques visuelles de la fin du XXe siècle soient bel et bien appréhendées. La production visuelle doit être traitée dans le contexte de la critique d'art et de l'art contemporain, dit-elle, mais aussi dans une relation concrète au débat plus large sur la citoyenneté et la démocratie représentative que la décolonisation occasionna. Il faut donc réinventer notre ambition et écrire, dit-elle, l'histoire de l'art avec l'impératif d'écrire une œuvre de science politique. Donc pour conclure, Magicien de la Terre, me semble-t-il, a contribué au voile, c'est-à-dire à défendre la grandeur de la France dans la lignée des idéaux universalistes, à camoufler le trauma de la colonisation et de la décolonisation et de la situation post-coloniale. Aucun lien n'avait été proposé avec la situation sociale des années 80, par exemple avec la marche de l'égalité en 1983. En 2005, à la suite des émeutes, le problème de la visibilité de certaines parties de la population française issue de l'histoire coloniale aurait pu engager une réflexion sur la nécessité de décoloniser la visibilité, de mieux comprendre les sites de conflit et de générer de nouvelles plateformes à partir desquelles nous pouvons comprendre et théoriser les images de la culture que nous sommes censés bien connaître, et ce afin de réaménager ou réimaginer des vocabulaires visuels jouant dans la participation publique. Cela n'a pas été le cas. Certes, il y a eu de belles initiatives en France ces dernières années, en différents lieux, par différents acteurs, mais on peut dire que les événements de janvier dernier, de janvier 2015, en France, relancent avec urgence ces enjeux. Je vous remercie.